Bonjour Nadia, Bonjour. peux-tu te présenter en quelques mots? Alors Nadia Atroupi-Safsaf, journaliste, rédactrice en chef du Courrier de l'Atlas et j'essaye d'écrire des livres. Donc là, je viens de faire mon premier roman. D'ailleurs, en quoi consiste ton métier de rédactrice en chef? Alors rédactrice en chef, c'est un peu chef d'orchestre des journalistes, c'est-à-dire que j'essaye de trouver un équilibre entre les sujets. Dans le magazine, on a un magazine de presse écrite, donc on a un mensuel qui est une fois par mois en kiosque. Donc j'essaye de travailler avec des journalistes, de faire en sorte que les sujets qu'on définisse ne soient pas déjà dépassés dans un mois. Donc on travaille les angles, c'est-à-dire la manière dont on va aborder chaque sujet. On essaye de trouver des sujets aussi originaux. On essaye aussi de traiter de l'actu d'une manière un peu différente. Pourquoi avoir choisi le métier de journaliste? Alors d'abord j'ai toujours aimé écrire. Et au début, je voulais être avocate. Et quelque part, avocat et journaliste, je trouve que ça se rejoint parce qu'on essaye toujours de défendre quelque chose. Alors l'avocat, il défend un client, et journaliste, eh ben, on défend quelque part la vérité. En tout cas, on essaye de défendre la vérité, d'apporter les faits, rien que les faits. Et ça aussi, c'est un point commun avec l'avocat puisqu'on s'arrête aux faits. Sur quel média as-tu débuté? Alors j'ai commencé en sortant de l'école, j'ai rejoint une toute jeune équipe d'un magazine qui se créait, qui s'appelait Zanatan, qui veut dire en malgache enfant de la terre. Et déjà on avait envie de rapprocher les cultures, et donc on jetait des passerelles entre la culture afro-caribéenne et la culture maghrébine. Et déjà à l'époque on essayait de faire croiser ces cultures, et on a fait, déjà je me rappelle de la conscience africaine par exemple, c'était assez militant et assez engagé. Et très vite, je suis devenue la rédac chef de ce support. Quelles études as-tu fait pour accéder à ce métier? Alors, j'ai fait des études de lettres à la fac. Avant, j'avais fait des études de droit, mais je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. Donc, ça revient à la première question. Et ensuite, j'ai fait une école de journalisme. Et puis, j'ai enchaîné des stages. On parle souvent de la difficulté d'accès au métier de journaliste pour certaines personnes issues de l'immigration. Toi, en tant que femme issue de la diversité, as-tu rencontré ces mêmes difficultés? Oui, alors, bon, c'est vrai que j'aime pas le terme diversité, mais c'est vrai que oui. Alors, c'est surtout un problème de classe sociale, parce que évidemment, enfin évidemment, non, c'est pas si évident que ça, mais moi, mes parents, ils n'étaient pas dans ce milieu-là. Et c'est vrai que j'avais des difficultés parce que j'avais pas de carnet d'adresse au départ, et j'ai dû faire plus de stages que d'autres, et proposer tout le temps des sujets. Donc j'étais quelqu'un qui était pendant très longtemps tout le temps disponible, le week-end, le soir, et que j'ai vraiment beaucoup travaillé les premières années pour pouvoir aujourd'hui voilà, être rédac chef. Pourquoi avoir choisi un média comme le Courrier de l'Atlas? C'est eux qui m'ont choisi. Je plaisante. Bah, j'avais envoyé, ça s'est fait de manière très naturelle. Je travaillais pour d'autres supports et puis je suis tombée sur ce magazine par hasard en kiosque qui venait de sortir. Hein, c'était en 2007. Et j'ai contacté une personne de la rédaction en disant bah, je voudrais proposer des sujets. Et elle m'a dit bah, donnez-moi des sujets. Et puis j'ai proposé et ça a pris tout de suite. Donc on a commencé tout de suite à faire des piges en pige. Et puis au bout d'un an de pige, ils m'ont proposé d'intégrer la rédaction en tant que permanente. Donc je suis devenue journaliste permanente. Ensuite je suis partie parce qu'on m'a proposé un poste de rédac chef ailleurs. Donc je suis partie 2 ans. Et puis un jour on m'a appelé, enfin l'ancienne rédac chef m'a appelé, il m'a dit voilà, on aimerait te voir. Et je ne savais pas du tout pourquoi c'était. Et en fait ils m'ont proposé elle partait. Donc ils m'ont proposé de prendre la rédaction en chef du magazine. Et bien sûr j'ai dit oui parce que c'était un défi qui était intéressant à relever, d'un magazine en kiosque, mensuel, sur des thématiques qui m'intéressaient. Donc évidemment j'ai dit oui. Et ça c'était il y a déjà 4 ans. Que penses-tu de notre webzine Urban Street Reporter et quels conseils as-tu à donner à nos jeunes reporters en herbe? Alors je trouve que c'est très important qu'il y ait des médias alternatifs. Je ne sais pas si vous vous considérez comme médias alternatifs, mais moi je trouve toujours et j'encourage toujours ça. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé. Hein, Zanatan, c'était considéré comme un magazine alternatif. Donc je pense que c'est une voie qui est une voie essentielle et qu'il faut porter loin. Il y a d'autres magazines comme Fumigène par exemple aussi qui sont importants. Afriscope aussi qui est un magazine en kiosque mais qui est aussi très engagé. Donc voilà, je pense que c'est important qu'il y ait d'autres voies. Et alors, je dirais, le conseil que je donnerais, c'est de s'arrêter aux faits. C'est-à-dire, même si souvent on est pris aux tripes par certains sujets, il faut savoir aussi mettre de côté
son ressentiment ou l'amour qu'on peut avoir ou la haine qu'on peut avoir sur quelque chose et essayer d'analyser la situation à froid. Parce que d'abord, un journaliste, il doit ramener les faits. Après, il peut faire un billet d'humeur, ça peut être une opinion, il est éditorialiste, mais attention, un article, c'est des faits. Ensuite, c'est pas parce que c'est un webzine engagé qu'on peut écrire ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'à l'épreuve des faits, rien ne résiste. On peut dire des choses, on peut aller très loin quand on apporte les faits et les preuves de ce qu'on dit. Ça, c'est important. Parce que c'est une rigueur qu'il faut quand même avoir. Parce qu'il y a beaucoup de blogs ou de choses qui extrapolent ou qui relaient des rumeurs. Et ça, moi, je trouve que ça tue à petit feu le métier de journaliste. On va passer à ta deuxième passion, à présent, celle de l'écriture. D'où vient cet amour pour la littérature? Ça m'a aidé à voyager. Lire, pour moi, quand on lit un livre, on voyage, on s'évade, on s'oublie. Moi, j'étais dans une famille de 4 enfants. On était souvent ensemble à la maison, donc on n'était pas dans un très très grand appart non plus. Mais du coup, c'est vrai que souvent, quand on prenait chacun un livre, déjà il y avait du silence, donc ça faisait du bien. Et ensuite, on partageait nos lectures et l'amour de nos lectures, et chacun comme avait reçu le livre. Et puis, j'avais compris très vite que le lire, ça me faisait travailler la grammaire, la syntaxe, le vocabulaire. Donc voilà, j'ai continué. Et j'ai eu un super prof, comme quoi vraiment c'est super important aussi, nous en tant qu'adultes, ce qu'on peut donner aux jeunes. Parce moi j'ai un très bon prof de français en seconde qui m'a donné l'amour de lire les livres, de beaux livres, de beaux romans, qui m'a beaucoup encouragée à écrire. Et puis lui m'avait dit, avant même moi, il m'avait dit non mais Nadia, t'écriras des livres. Et je lui disais que je voulais être avocate. Il me disait non, tu devrais faire du journalisme, en seconde. Hein. Et j'ai pas écouté, parce que je me disais non mais journaliste, ça me paraissait inaccessible comme métier pour moi en fait. Et puis voilà, ce prof, j'aimerais bien le retrouver pour lui dire merci parce que il m'a aidé à aller de l'avant. Aussi, il nous regarde, on lui passe un appel. Tu as écrit plusieurs livres. D'où vient l'inspiration lorsque tu entames un ouvrage? Alors là, le roman que j'ai écrit, Ce sont nos frères et leurs enfants sont nos enfants, c'est parti d'une envie de transmettre l'histoire. Je parle beaucoup, même sur les réseaux sociaux, de devoir de mémoire. Et là, de plus en plus, je parle de devoir de transmission. Et je pense que c'est important que pour les jeunes issus d'immigration, souvent on ne connaît pas l'histoire de nos parents. C'est-à-dire que nos parents, c'est pas ce qu'ils ne voulaient pas, mais souvent ils n'ont pas pensé à nous transmettre l'histoire de notre pays. C'est-à-dire qu'on nous, on connaît des grandes dates, mais on ne connaît pas les événements. Et je suis partie d'un événement en particulier qui est le 17 octobre 61, et qui est les Algériens qui manifestaient pacifiquement, qui sont jetés dans la Seine et qui sont tabassés sous les ordres de Maurice Papon. Et puis je me suis souvenu que pour Maurice Papon, il avait déjà le sang des Juifs de la Seconde Guerre mondiale sur les mains. Et je me suis dit, mais comment cet homme, qui avait déjà commis des ignominies, pouvait se retrouver encore en poste et cette fois-ci les mains pleines de sang des Algériens. Donc j'avais envie de transmettre cette histoire. Et j'avais envie de mettre en parallèle aussi un épisode méconnu de l'histoire, c'est les Justes musulmans. Les Justes musulmans, c'est des résistants algériens qui ont caché des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Et je trouve qu'en ce moment, où on pointe beaucoup les musulmans du doigt, et je trouve ça intéressant de montrer aussi des héros. Et ils l'ont pas fait parce que... Ils l'ont pas fait en espérant être des héros en fait. Ils l'ont fait juste par humanité et par amour de l'autre. Justement, on va parler de ton dernier ouvrage, Ce sont nos frères et leurs enfants de nos enfants. Tu évoques la relation aussi amicale entre une juive et une musulmane qui se dégrade au fur et à mesure. Pourquoi avoir choisi ce thème? Alors moi j'ai pas grandi dans un quartier, j'ai pas grandi dans une cité, j'ai grandi à Paris, proche de la communauté juive d'ailleurs. Et de tout le temps, j'ai vu que c'était, au-delà du moment que tu sors des postures collectives, tu vois, que tu apprends, que c'est des relations humaines qui se nouent, que les choses elles changent. Et moi j'avais des amis juifs avec qui on parlait du conflit israélo-palestinien. Avec certains ça se passait très bien, avec d'autres moins bien. Et donc vraiment c'est une question de avec qui tu as en face pour discuter de ce sujet-là. Tu as des gens intelligents et des gens bêtes partout, que ce soit dans la communauté musulmane ou dans la communauté juive. Et j'avais envie de montrer aussi que cet humanisme là, entre juifs et musulmans,
il a toujours existé. Donc les médias mainstream aiment bien montrer ce qui sépare, ce qui divise les gens. Et moi, avec le livre, j'ai voulu vous montrer ce qui rapproche. Et juste un exemple, je ne sais pas si vous l'aviez vu, le reportage d'Envoyé spécial, où un journaliste français avait mis une kippa et il est parti se promener dans les cités. Et justement, il était venu, je crois, à Garches, il était parti à Lyon et tout. Et il montrait que partout où il était allé, lui, ça se passait très bien, contrairement à un journaliste israélien qui avait dit, oui, en gros, en France, il y a tellement d'Arabes et de musulmans que les gens sont antisémites. Et ce journaliste français, il a prouvé que c'était faux. Et, je sais pas, ça fait partie de ces expériences-là que moi aussi, j'avais envie de faire une expérience qui montre que non, en fait, les musulmans ne sont pas antisémites. Quels ont été les retours par rapport à cet ouvrage? Alors, les mauvais, on ne me les a pas donnés. Par contre, j'ai beaucoup de retours positifs. J'en poste de quelques-uns sur Facebook, mais pas trop pour pas saouler les gens. Mais j'ai eu des retours. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai eu des retours de la communauté musulmane et de la communauté juive. Et moi, j'avais peur qu'ils soient mal reçus parce que, en fait, les médias, justement, les journalistes de grands médias m'avaient dit « Ah, c'est compliqué, tu commences avec un bombardement à Gaza », parce que le livre, il s'ouvre avec un bombardement à Gaza. Il se termine sur un événement complètement particulier aussi. Mais on revient à ce que je disais tout à l'heure sur les faits. Mais quand on regarde aujourd'hui, combien il y a eu de bombardements à Gaza? Je ne l'invente pas. Il y en a eu des centaines de bombardements à Gaza. Donc c'est un fait réel. Je suis partie d'un fait réel et j'ai extrapolé. Mais je suis quand même partie d'un fait réel. Et la fin, qui surprend souvent les gens, c'est aussi, je rappelle, que c'est aussi un fait. Et qu'une histoire... l'histoire du conflit israélo-palestinien, elle n'est pas manichéenne. Même si il y a un truc sur lequel je ne transige pas, il y a un pays occupé et un occupant. As-tu connu des difficultés à la construction et pour l'édition de ce livre? Alors plus pour l'édition du livre, parce que je devais le faire avec une autre maison d'édition, qui était plus grande et plus connue, et qui, elle, m'a dit on est très intéressé par l'histoire du journal, parce que le livre, il est construit de... Il y a la voix, c'est Laïla. Donc on imagine que c'est le personnage principal, la journaliste, sauf qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le livre, on se rend compte que le vrai personnage, c'est Salah, le grand-père, dont on retrouve le journal, qui lui raconte. Et donc cette maison d'édition-là, elle m'a dit que vraiment on aime beaucoup toute la partie du journal, donc on est prêt à le faire si vous enlevez la partie contemporaine, et enlever la partie contemporaine, c'est enlever la partie du conflit israélo-palestinien, parce qu'elle m'a dit c'est compliqué de parler de ça aujourd'hui, même à travers la fiction, d'autant plus que vous êtes en gros maghrébine et que c'est compliqué quand on est maghrébin, puisque en gros on est suspecté d'être tout de suite pro-palestinien et que ça va être un livre à charge. Précédemment, tu as écrit des livres sur l'immigration ou encore la femme battue. Peut-on te qualifier de journaliste engagé? Alors, je sais pas si... j'aimerais bien, moi, être considérée comme journaliste engagé parce que je pense que c'est important, mais... je reviens tout à l'heure aussi sur les faits. Voilà, j'écris sur des thèmes qui me tiennent à cœur, mais en restant toujours très attachée à la retransmission, à la retranscription de faits qui se sont réellement passés. Et là, le livre sur les femmes battues, c'est un livre collectif, donc il y avait plein de personnes qui ont participé, et l'idée c'était de partir de choses qui existaient vraiment, mais on a fait une fiction. C'est-à-dire que le livre il s'ouvre sur des chiffres, sur un état des lieux réel, mais ensuite, c'est une dizaine d'auteurs qui ont chacun pris une violence faite aux femmes et qui en ont fait une nouvelle. Et c'est un mélange donc de faits et de fiction. Voilà. En plus d'avoir la double casquette journaliste-écrivaine, tu es aussi dans le milieu associatif. Qu'est-ce qui t'a emmené vers ce milieu? J'ai commencé dans l'associatif en fait, même quand j'étais étudiante, et c'est quelque chose qui est pour moi important. Ça fait partie on parlait tout à l'heure de journaliste engagé, indissociable. Aujourd'hui, j'ai passé un autre cap parce que je suis élue politique, je suis élue dans ma ville. Et ça, c'est important aussi parce que pour moi, j'avais besoin d'être engagée localement et d'essayer de redonner aux jeunes ce que moi, j'ai pu recevoir par accident, c'est-à-dire voilà, une éducation, avoir des choses auxquelles forcément pas tout le monde a accès, quoi. Dans quel type d'association œuvres-tu? Alors, j'étais présidente d'une association qui s'appelle Femmes Plurielles. Et aujourd'hui, je donne des coups de main à plusieurs associations, mais plutôt en retrait. Là, je suis membre fondateur aussi d'une association qui s'appelle Union pour la Tunisie. Voilà. Là, je collecte de l'argent pour une association qui s'appelle Caravane Solidaire, qui collecte de l'argent pour les réfugiés syriens. Je donne plutôt des coups de main. J'ai
trop de responsabilités entre le courrier de l'Atlas et puis mes enfants, parce que j'ai quand même 3 enfants aussi, donc ça m'occupe pas mal. On connaît la difficulté du monde associatif. Penses-tu que ce milieu-là, justement, est-il assez valorisé? Non. Il devrait y avoir plus de valorisation, comme il y a une... Enfin, aujourd'hui, tu peux valoriser tes acquis. Et là, c'est hyper important aussi de le faire pour le travail associatif. Moi, quand je vois des gens comme Inde qui se bougent, qui essayent de mener à bien des projets au départ avec 3 francs 6 sous, et que genre, là, il y a des jeunes qui ont créé leur blog, il y a des jeunes qui font... voilà, qui ont eu le pied à l'étrier, je trouve que c'est important. Il y a d'autres associations, il y a d'autres gens à qui je pense comme ça, à GPR, à Sergi, ou des gens qui mettent la petite étincelle à notre jeunesse, et ça c'est important. Tu es journaliste, rédactrice en chef du Courrier de l'Atlas et écrivaine, mais aussi mère de 3 enfants. Avec toutes ces activités, comment fais-tu pour concilier tout cela? Bah, je m'occupe pas de mes enfants. Je plaisante. Non, c'est dur, mais ça fait partie de mes hobbies. C'est-à-dire qu'il y a des gens pour qui écrire ou lire, c'est peut-être quelque chose de fastidieux. Pour moi, c'est un hobby. C'est-à-dire que quand j'écris, pour moi, c'est un moment où je prends du temps pour moi. On me dit que tu prends pas assez de temps pour toi, mais si, quand j'écris, vraiment, ce moment-là, il est pour moi. Et c'est tous les moments que je trouve passionnants, c'est quand je suis en recherche pour mon livre et que je fais des recherches. Ben voilà, j'apprends plein de choses, je vais aller à des expos, je vais à la bibliothèque, je lis des trucs que j'apprends, je m'élève, et pour moi ça c'est un hobby. D'après nos sources, une partie de tes livres ont été écrits dans le RER A, que vous connaissez très bien. Ta source c'est une de... Tu voues une passion particulière pour cette ligne. À quand le mémoire sur les aventures de Nadia prend le train? Alors, on en rigole souvent avec mon éditeur, mon ancien éditeur qui suit mes tribulations sur le RER1. Et c'est vrai que voilà, j'ai des petites notes, on verra ce qu'on en fait, mais je note souvent j'ai des petites chroniques, parce que souvent j'écoute, c'est important, mais tu sais, dans le métier de journaliste aussi, il faut être en écoute, et souvent dans RER, j'écoute les histoires des gens, c'est pas bien, mais bon, et je me marre, des fois, je me dis, mais il y aurait tellement de choses à raconter. Ton point de vue maintenant sur l'actualité en France? C'est sinistre. Ça me donne envie de changer de métier, justement, pour ne plus avoir suivre cette actualité-là, parce qu'elle est morose. Et là, je suis beaucoup ce qui va se passer pour les présidentielles. C'est vrai que je suis assez inquiète, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'indicateurs qui montrent que Marine Le Pen sera au second tour des élections présidentielles. Et je suis un peu étonnée que les gens s'en inquiètent pas. Et vraiment, ça m'angoisse un peu quand même. Justement, quel conseil donnerais-tu aux jeunes qui hésitent à aller voter dans ce climat qui est compliqué? Eh ben, de lire une BD qui est sortie, qui s'appelle La Présidente, de François Durper, et qui montre comment notre vie va changer si c'est Marine Le Pen qui prend le pouvoir. Enfin, comment fait-on pour te suivre? Ah bah, sur Facebook, il paraît que je suis trop active, donc sur mon profil, ou sur Twitter, Nadia Journaliste sans E. Alors pour te remercier Nadia de cet entretien ici dans nos locaux, on t'a offert une enveloppe qui se trouve à ta droite. Peux-tu l'ouvrir et en décrire son contenu? Je pense donc je suis. Vous n'aurez pas la liberté de penser. Ah, elle est super, merci. Merci beaucoup. Donc on a choisi cette carte car on pense avec toute l'équipe d'Urban Street Reporter qu'elle te symbolise au mieux. Bah, merci beaucoup, je suis vraiment touchée. Merci à toi Nadia. Donc on a un deuxième cadeau pour toi. Donc on a créé récemment cette jeune femme qui s'appelle la Mariam et qui me fait penser à des femmes comme toi. Donc on a voulu mettre en avant les femmes qui se bougent un peu pour toutes les causes, même les causes perdues. Donc elle s'appelle la Mariam en référence à la Marianne. Donc les quartiers et tout ça ont la Mariam. Et voilà, donc on espère qu'elle te portera chance autant qu'elle nous a porté chance à nous. Voilà. Merci beaucoup. De rien. C'est vrai que c'est une très bonne idée.